Conseil des ministres cet après-midi à Séguéla, dans la région du Ourodougou. La réunion a porté sur les questions de développement. À la une également, la deuxième édition du prix du patronat pour l'innovation. Les lauréats ont été récompensés aujourd'hui. Enfin, la place des femmes évolue en Amérique latine. Pour la première fois en Uruguay, une femme occupe un poste important dans l'armée de l'air. Voilà donc pour les titres. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé cet après-midi un conseil des ministres à Séguéla, dans la région du Ourodougou. La réunion intervient également dans le cadre de la visite d'État qu'il a entamée depuis hier dans le district du Woroba. Au menu, les questions de développement du pays. Un investissement de 16 milliards de francs CFA dès 2016 pour relancer le projet Soja dans la région du Bafing. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président de la République, Alassane Ouattara, lors du meeting de Touba. Le chef de l'État ivoirien a également fait savoir aux populations que le bitumage de l'axe Touba-Séguéla constitue l'une de ses priorités pour le développement de la région. Et c'est avec une grande joie que les populations de Touba ont accueilli les projets de développement du président de la République. On écoute Alassane Ouattara. Nous avons déjà investi, c'est vrai, près de 17 milliards de francs CFA dans la région du Bafing, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, mais nous allons faire beaucoup plus. Voyez-vous, ces 17 milliards ont permis la réhabilitation de l'éclairage public à Touba, Ouanounou et Koro, le renforcement et la réhabilitation du réseau électrique dans la région, la répartition de 39 pompes dans le département de Koro, l'équipement du département en 28 nouveaux forages, la réhabilitation du CHR de Touba et son équipement en matériel, la distribution de près de 80 000 manuels et de 60 000 kits scolaires, la construction de 183 classes primaires, la réhabilitation du lycée moderne Abdoulaye Fadiga et la construction d'un collège à Fungweso. Oui, nous avons également commencé le bitumage de la voirie à Touba pour un kilométrage de départ de 6 km. Je sais que vous en voulez plus, mais nous allons terminer d'abord les 6 km qui sont en cours de réalisation. Nous allons poursuivre ces travaux et nous allons lancer un nouveau programme d'investissement, tenez-vous bien, de 80 milliards de francs CFA dans la région du Bafing. Oui. Et ces investissements vont correspondre à vos priorités, aux doléances qui nous ont été faites, c'est-à-dire la construction de 36 salles de classe, la construction du collège moderne de Fungweso et la réhabilitation de 145 salles de classe. Nous venons d'ailleurs, comme vous le savez, de rendre l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Et nous avons aussi prévu que pour les familles défavorisées, l'école sera non seulement obligatoire, mais elle sera gratuite. Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer quelque chose qui nous tient tous à cœur ici, dans la région de Touba, c'est de relancer dès l'année prochaine le projet Soja. Autre actualité, les lauréats de la deuxième édition du prix du patronat pour l'innovation ont été récompensés aujourd'hui. Ce prix vise à contribuer au développement des entreprises par la valorisation des résultats de la recherche. C'est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Des précisions de Grace Kando. Yohou Nyago Alain, docteur en biochimie, a reçu le meilleur prix du patronat pour l'innovation édition 2014. Prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. La recherche a apporté sur un antiseptique qui a cette capacité d'avoir un large spectre par rapport aux autres antiseptiques.
alors que les autres antiseptiques agissent soit dans les grammes positifs ou négatifs. Le mien, il agit dans les grammes positifs et négatifs. Toujours dans le cadre de l'innovation, 6 autres récipiendaires ont reçu des prix et 10 étudiants de l'université de Grand Bassam ont obtenu des bourses d'études. C'est très encourageant parce que ça montre que ce qu'on fait est reconnu et que ce n'est pas gratuit. Donc voilà, je suis très contente. Ces initiatives sont du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'innovation, la recherche sont un des facteurs clés de succès de la réussite économique, et notamment dans le domaine industriel. Et donc nous pensons, à travers ces prix-là, susciter de nouvelles vocations entrepreneuriales. Ce prix représente un levier important pour la promotion de l'innovation technologique comme vecteur stratégique de croissance et de développement de notre pays. Il faut donc nous souhaiter longue vie. Ce sont au total 31 millions de francs CFA qui ont été distribués aux lauréats du prix du patronat pour l'innovation. Les recherches ont porté sur la technologie et santé, la technologie et recyclage des matériaux et l'agro-pastoral. Le ministère de la Culture et de la Francophonie veut relancer le théâtre en Côte d'Ivoire. Et pour atteindre cet objectif, ce département ministériel envisage une coopération avec le Théâtre de l'Union en France. Le ministre Maurice Bandama et le directeur du Théâtre de l'Union, Jean-Lambert Wilde, ont eu récemment des entretiens. Doigt de laser et Issa Yeo. Le théâtre ivoirien, né autour des années 1930, a connu un engouement au lendemain des indépendances. Ce théâtre a même eu le mérite de donner aux spectateurs une culture théâtrale. Fini cette période faste où des hommes des planches comme Adje Daniel, Diallo Tikwaye Vincent, Werewere Liking, Souleymane Koli faisaient des émules. Pour sortir le théâtre ivoirien de l'ornière, une coopération est prévue entre le Théâtre de l'Union en France et le ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous avons dit convenu qu'il était important de voir des axes de coopération et le ministre est entièrement d'accord avec nous. Nous avons senti que le ministère de la Culture a un dévouement incroyable pour le développement des arts et particulièrement du théâtre et nous sommes là pour ça. Axe de coopération académique avec l'INSAC, axe de développement de promotion et de diffusion avec le MASSA. Pour les comédiens Assandé Fargas et Jean-Lambert Wilde, le théâtre ivoirien connaît certes des difficultés, mais il n'est pas mort. Il ne faut pas être dans cette attitude de se dire que les choses sont mortes. Non, les choses sont vivantes, il faut le dire, il faut le signifier. Et la vie, il faut la mettre en mouvement. Voilà. Ça, c'est notre travail. Maintenant qu'il y a cette volonté, c'est aux acteurs culturels d'aller de l'avant, de donner de l'espoir aussi à la jeunesse par la transmission, de leur montrer qu'effectivement, des carrières internationales, puisqu'on parle bien d'une carrière internationale qui est celle de Fargas Assandé, sont possibles. Peut-être qu'on n'a pas la pléthore de représentation, l'engouement des années 80, mais il y a eu un moment, comme dans toute vie, un moment de baisse de régime. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, tout va repartir. Dans la dynamique de la relance du théâtre ivoirien, une tournée nationale de la pièce En attendant Godot de Samuel Beckett est prévue dans les mois à venir. Cette pièce mise en scène par Jean-Lambert Wilde permettra de voir en attraction 2 comédiens ivoiriens, Assandé Fargas et Michel Boiri. Le Burundi, dans l'attente des résultats de la présidentielle, il devrait offrir sans surprise un 3e mandat au chef de l'État, Pierre Nkurunziza. La commission électorale indépendante annonce un taux de participation situé entre 72 et 80%. Encore des violences au Nigeria. 8 personnes ont été abattues par des hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste Boko Haram dans un village du nord-est du pays. Accident mortel de bateau en Égypte. Au moins 21 personnes sont mortes noyées quand un cargo a heurté leur embarcation sur le Nil. 5 personnes ont déjà été secourues. Les recherches continuent pour retrouver les disparus. À quand la fin du conflit au Soudan du Sud? Les dirigeants sud-soudanais devront en tout cas signer un accord de paix avant le 17 août prochain pour mettre fin à la guerre civile qui ravage le pays depuis plus d'1 an.
Encore des rumeurs de bavure policière aux États-Unis. Sandra Bland, une jeune afro-américaine arrêtée après un défaut de clignotant, a été retrouvée morte dans sa cellule. Ce décès présenté comme un suicide par les autorités du Texas éveille des soupçons. Les proches de la jeune afro-américaine décédée ont ainsi demandé une autopsie indépendante. Ils ne croient pas à la conclusion du médecin légiste local. Voilà quelques réactions. Nous voulons que ce processus soit transparent en ce qui concerne ce qui est arrivé à Sandra Bland. Il est important de savoir, pour vous et pour l'Amérique, que nous avons tous uni nos efforts pour demander au FBI de s'impliquer dans l'enquête. Nous avons ensemble demandé au ministère de la Justice de s'impliquer aussi. Tout d'abord, en ce qui concerne le contrôle routier, nous avons des procédures qui existent et le policier n'a pas respecté ces procédures. L'une des règles qui existent, c'est que l'individu a le droit de savoir ce qui va lui arriver. Ensuite, quelle que soit la situation, un policier de l'État du Texas a l'obligation de faire preuve de courtoisie et de professionnalisme pendant l'intégralité de l'échange. Et ça n'a pas été le cas dans cette situation. Un grand pas pour l'armée en Amérique latine. En effet, pour la première fois en Uruguay, une femme occupe un poste de commandement des forces aériennes. Mais l'égalité femmes-hommes reste un véritable défi dans cette contrée. Regardez. Pas de changement de cap pour Maria Eugenia. Elle a embarqué il y a 20 ans pour une carrière dans l'armée uruguayenne. Elle est aujourd'hui commandante. L'ascension a pris du temps. Première femme à entrer à l'école militaire de l'air, elle est devenue pilote de combat il y a 10 ans. Depuis l'année dernière, elle est à la tête d'une unité des forces aériennes avec 16 hommes sous ses ordres. J'allais continuer à piloter des avions de combat à 37, mais la hiérarchie a décidé que j'allais commander un escadron. C'est la première fois qu'une femme commande une unité aérienne, une petite unité, mais c'est quand même la première fois et ça a été un vrai défi. Au début, c'est l'armée qui a eu du mal à s'adapter. On lui impose une coupe à la garçonne, puis une jupe et des talons, ses collègues la fuient. Mais après quelques années, cette pionnière a fini par être respectée. Et même quand elle était enceinte, elle n'a pas dévié de son objectif, pilote sinon rien. Pendant 9 mois, je n'ai pas volé. J'ai continué à travailler, mais pour la maintenance de l'escadron 2. Chaque fois que je voyais les pilotes aller vers les avions, je me disais « c'est une telle souffrance, c'est une souffrance de les voir voler ». Parce que moi, je ne pouvais pas. Sa récente promotion implique de rester au sol désormais. Mais sa présence dans l'armée de l'air ne soulève plus de questions. À l'école de formation militaire, on savait qu'il y avait une femme, qu'elle était pilote d'avion de combat alpha, et on se disait « Waouh, une femme qui pilote des alphas, ça doit être une sacrée femme. » Une sacrée femme dans le sens où ça doit être compliqué d'être une femme dans un environnement d'hommes pilotes de combat. En Amérique latine, seulement 4% des militaires sont des femmes. Mais les choses évoluent. En Bolivie, le plus haut grade de l'armée est détenu par une femme depuis cette année. En Uruguay, 10 femmes sont désormais pilotes de chasse. Maria Eugenia n'y est sans doute pas pour rien. 15 ans après sa sortie de l'école militaire, elle a gagné ce combat-là. Et on termine cette édition avec un beau rêve, celui des jeunes Sud-Africains, blancs, noirs ou métis. Tous rêvent de devenir joueurs des Springboks, l'équipe nationale de rugby. Mais la route est longue et semée d'embûches. En Afrique du Sud, le rugby reste un sport de riches blancs. Mais dans le township de Khayelitsha, une école a ouvert pour familiariser des enfants défavorisés au ballon ovale. Et même s'ils n'ont pas de crampons, certains se voient déjà porter les couleurs des Springboks, l'équipe nationale. Quand je me sens faible, je pense à mon rêve. Je veux être un Springbok. Et pour y arriver, je dois beaucoup m'entraîner, donc je m'entraîne dur. Mais dans l'une des sociétés les plus inégalitaires au monde, les efforts et la discipline ne suffisent pas toujours. Si vous regardez tout ce qui fait un joueur de rugby professionnel, il y a 1 million de choses différentes qui doivent se passer avant d'arriver au niveau des Springboks. En participant au tournoi, nous avons remarqué que nos gamins sont désavantagés dès l'âge de 10 ans, en termes de nutrition, de mise en condition, etc. C'est une question de société. Ces enfants ne mangent pas assez. Donc comment faire émerger des Springboks de cet environnement-là? C'est une question à laquelle il faut répondre, non pas au niveau professionnel, mais à la base, quand ils sont tout jeunes.
L'écrasante majorité des joueurs professionnels sud-africains sont blancs, un héritage du passé. Mais l'année dernière, la Fédération de rugby sud-africain s'est fixé un objectif. D'ici 2019, 50% des joueurs de l'équipe nationale devront être noirs ou métis. Moralement, c'est la chose à faire étant donné les grandes injustices du passé. Et stratégiquement aussi, parce que la réalité, c'est que 84% des moins de 18 ans de ce pays sont noirs. Et seulement 16% sont blancs, indiens ou métis. De l'autre côté de la ville du Cap, l'Institut de rugby de la Western Province forme les futures stars du rugby avec des équipements dernier cri. Certains observateurs critiques prédisent une baisse de qualité du jeu avec le nouveau système des quotas, mais ici les jeunes et les entraîneurs ne sont pas d'accord. Nous avons de grands exemples de joueurs qui venaient des quartiers défavorisés et qui ont fait leurs preuves. Je pense à Sia Kolisi qui a joué un grand rôle dans l'équipe des Stormers au Cap. Et c'est formidable d'imaginer ce qui pourrait se passer si on met en place les structures pour découvrir des talents dans les endroits comme celui d'où il vient, parce qu'il y a vraiment un énorme potentiel. 21 ans après la fin de l'apartheid, de plus en plus de joueurs non blancs parviennent au niveau professionnel. Mais si l'équipe nationale veut vraiment devenir représentative de la nation arc-en-ciel, il va falloir plus de terrain et d'investissement dans les townships. Voilà, excellent jeudi à tous sur RTI2.